Le virage de faire quelque chose qui est puissant avec ta vie. Qu'est-ce qui se passe au Canada pour qu'on soit aussi bas et que depuis 30 à 40 ans, on descend? De grâce, protégez vos heures du matin. Regardez votre agenda. Éliminez des choses. Mettez des blocs de temps pour faire du deep work. Vous vous en doutez sûrement, mais le pays de la planète qui est le plus productif, c'est les États-Unis. Bonjour tout le monde, Patrice Ouellette, ici fondateur de la méthode 48 heures. En ce début d'année 2026, écoutez, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, même si vous écoutez cette émission-là en rediffusion à chaque trimestre. De toute façon, c'est le début de l'année, c'est de la façon dont on réussit à extraire un peu plus de performance dans ces journées, dans ces semaines, dans ces mois et ces trimestres. Alors, bonne année tout le monde, à ce début 2026. J'ai un sujet d'actualité aujourd'hui à discuter avec vous. Je veux vraiment faire un peu, avoir une vue un peu plus stratégique, plus macro sur la productivité. Ce fameux mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces et qui pourtant a un impact majeur sur notre niveau de vie comme nation, qui a un impact sur nos salaires, qui a un impact sur le coût de la vie également. Et c'est des sujets qu'on entend parler très, très, très souvent. Alors, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est poser un regard sur la productivité comme nation, le Canada, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Italie. Regardez ça un peu et prendre un virage pour amener ça à l'échelle humaine. Nathalie, Martin, Patrice, Isaac, Michel, Nancy, comment tu peux être plus productif? Et on va voir aussi qu'il y a certains termes qu'on utilise à toutes les sauces et c'est peut-être pas le bon vocabulaire qu'on utilise et on se raconte des histoires un peu en utilisant ce vocabulaire-là. Donc, de la nation à l'individu, regardons la productivité sous cet angle-là. J'ai quelques notes puisque je ne peux pas retenir l'ensemble des chiffres que je vais vous parler. Et j'ai utilisé, vous savez, les pays du G7. Pourquoi? Parce que c'est des grandes économies. Évidemment, les pays du G7, c'est pas nécessairement les plus grandes économies de la planète, mais ils font quand même partie des grandes économies de la planète. Donc, dans les pays du G7, si on regarde les pays les plus productifs, je vais vous donner, suivez-moi, là, il va y avoir des chiffres. C'est pas important que vous reteniez les chiffres, mais c'est le grand concept qui va avoir un impact sur ce que vous allez faire cette année. Vous allez voir. Je veux juste vous donner quelques chiffres pour qu'on regarde un peu comme pays, on se situe à quel endroit. Vous vous en doutez sûrement, mais le pays de la planète qui est le plus productif, c'est les États-Unis. Hein, les États-Unis, pour chaque heure travaillée, le résultat, ça donne 72 $ de l'heure. Si je regarde le deuxième pays, asseyez-vous comme il faut, vous risquez d'être surpris. Le deuxième pays le plus productif de la planète, c'est la France. Alors, pour nos auditeurs français, félicitations, mes amis. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de, je dirais pas de fausses croyances, mais on pense à la France, on pense à la bureaucratie, on pense à la lourdeur, on pense à 35 heures semaine seulement. On va en parler, vous allez voir. Et vous allez voir quel impact ça va avoir sur le virage qu'on va faire pour chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut être plus productif? Donc, restez avec moi tout le long du podcast, ça va être important. L'Allemagne est troisième, 65 $ de l'heure. Le Royaume-Uni, quatrième. Le Canada, cinquième, 53 $ de l'heure. N'oubliez pas, les États-Unis à 72. Donc, il y a pratiquement, pour chaque heure travaillée par tous les travailleurs d'une nation, il y a 20 $ de l'heure de différence entre le Canada et les États-Unis. L'Italie est 2 $ derrière le Canada à 51. Et attachez votre tuque avec de la broche et de la bonne broche, pas de la ficelle. Le Japon est bon dernier. Et voyez-vous, quand on regarde ces chiffres-là, sous cet angle-là, c'est comme, ben voyons, le Japon est dernier, la France est deuxième. C'est peut-être moins surprenant qu'on voit les États-Unis dans le haut, hein, c'est la machine économique, le rouleau compresseur des Américains.
Ça va avec les croyances, si on peut dire, puis ce qu'on entend un peu partout. Mais la France en deuxième et le Japon en dernier, c'est vraiment intéressant. Avant que je vous donne un peu plus de détails sur comment ces chiffres-là sont calculés, je veux vous dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée ces écarts-là? Qu'est-ce qui fait que la France est deuxième? Puis le Canada, depuis 30 à 40 ans, mes amis, pour tous ceux qui nous écoutent du Québec ou du Canada, on est en constante diminution. Depuis 40 ans, la productivité du Canada diminue. Et ça s'est accentué dans les 10 dernières années. Et c'est un enjeu majeur. La Banque du Canada en parle de plus en plus à la communauté d'affaires. On va voir pourquoi. Et on va voir l'impact que ça a. Parce que si la tendance ne change pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que nos enfants vont avoir un niveau de vie beaucoup plus bas. Hein, ça a des impacts majeurs. Et c'est comme un vote. Quand une élection se gagne par un vote, on se dit, un vote fait toute la différence. C'est la même chose pour la productivité d'un pays. Chaque travailleur fait la différence. Des meilleures décisions vont avoir un impact sur la productivité de la nation. Et c'est là que je veux m'emmener en conclusion aujourd'hui. Mais avant d'arriver à la conclusion, poursuivons sur l'analyse. Alors, comment est-ce qu'on mesure la productivité? Allez voir, c'est pas compliqué. Il y a 2 chiffres. Hein? C'est le PIB réel. Le PIB, c'est quoi? Produit intérieur brut. Mais le PIB réel, c'est quoi? C'est la valeur des biens produits. Biens et services, évidemment. Et quand il n'y a pas de coût rattaché, il n'y a pas de vente, si on peut dire, ou il n'y a pas de valeur de créer, prenons exemple l'éducation ou la santé, où on ne fait pas de vente. Dans le cas du Québec ou au Canada, c'est l'État qui subventionne la santé à travers les impôts. Mais comment est-ce qu'on calcule la valeur de ces biens-là? Donc, on utilise les coûts de production. Donc, c'est la même méthode pour calculer dans tous les pays. Donc, blanc bonnet, bonnet blanc. On est d'accord là-dessus. Donc, la productivité réelle, c'est quoi? C'est la valeur des biens et services créés par une nation, par un pays total, divisé par tout le monde qui a créé ces biens-là puis ces services-là. Ils ont travaillé combien d'heures? Par semaine, par année. Et on prend ces 2 chiffres-là, on le divise et ça donne la position que je vous ai donnée. Donc, il y a 2 choses qui vont impacter, évidemment. C'est si je travaille 1 heure, puis la valeur que ça crée, c'est 50 $, c'est pas la même chose que si je travaille 1 heure, parce que je suis quelqu'un qui est très, très, très spécialisé, et pour chaque heure travaillée, ça n'en vaut 2000. Donc, vous voyez déjà que, on va le voir aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même au quotidien qui vont influencer la richesse d'une nation. Donc, on prend la valeur créée, on divise ça par les heures travaillées. C'est 2 chiffres, pas compliqués, mais il y a des bureaux de statistiques qui s'occupent de compiler ça et il y a des normes mondiales qui permettent de comparer justement d'un pays à l'autre. Je veux venir un petit peu, je vous disais, ça vous surprend peut-être de voir que la France est deuxième sur la planète. Avec une semaine de travail qui est autour de 35 heures. Donc, en partant, le dénominateur, il va être moins élevé parce que les gens travaillent un peu moins. Donc, si le chiffre du bas est un peu moins élevé, ça va faire grossir la productivité. Mais là où ça a le plus d'impact, je veux venir là-dessus. La France a une main-d'œuvre qui est très qualifiée. Et elle a une main-d'œuvre qui est très qualifiée. Je veux vous donner certains secteurs d'activité où ils sont vraiment en dehors, sont vraiment très, très forts. L'aéronautique et la défense. Savez-vous qu'en France, on n'achète pas nos avions de chasse aux États-Unis? On ne les achète pas de l'Angleterre. On fabrique nos propres avions de chasse. On est propriétaire de nos technologies. Donc, l'industrie, la défense, appelons-la, elle est autonome. La France possède ses propres technologies. La France fabrique ses bateaux, même des porte-avions.
avec ses propres technologies, fabrique ses propres blindés, fabrique ses propres chasseurs, ses propres hélicoptères. C'est fabuleux pour un pays, grosso modo, d'une 60aine de millions d'habitants. Donc, ils ont développé du jus de cerveau, du brain power extrêmement élevé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exporte beaucoup de ces technologies-là ailleurs. Donc, chaque heure travaillée dans l'industrie de la défense, ça se vend à très, très, très gros prix. Ça crée énormément de valeur. Donc, l'industrie de la défense, à cause de sa main-d'œuvre qualifiée, est très élevée. Le pharmaceutique en France est très développé. On pense à Sanofi, Servier, Ipsen, c'est des compagnies qui ont beaucoup de brevets. Donc, encore là, main-d'œuvre très qualifiée pour une heure de travail, ça produit beaucoup, beaucoup de valeur. Ça augmente le ratio de productivité. Pensez à une autre industrie, qu'on l'oublie peut-être, Bernard Arnault, Monsieur Arnault, qui est propriétaire, qui est parmi les hommes les plus riches de la planète. On sait qu'Elon Musk maintenant est dans une classe à part, mais Bernard Arnault doit être numéro 2, numéro 3, en tout cas top 5, c'est sûr. Ça varie d'une année à l'autre. Propriétaire de quoi? Louis Vuitton, Moët et Chandon, Hennessy. On pense à Chanel, on pense à Hermès aussi. C'est des marques qui maîtrisent parfaitement leur production. Donc, ils réussissent à bien faire les choses, les faire à coût réduit et à les vendre avec des marges exceptionnelles à cause d'un brand exceptionnel. Ça produit de la valeur dans une société. Je pense également à l'énergie, le nucléaire. La France est très forte. On pense aussi à la mobilité, les infrastructures. On pense à Alstom, le TGV. Donc, vous voyez que la France a développé une espèce de capacité rationnelle, un know-how, un niveau de connaissance très, très, très élevé par rapport à plusieurs nations. La France est très autonome de ce côté-là. Donc, il faut lever son chapeau devant ce que des bonnes décisions au fil de plusieurs décennies qui fait que la France, aujourd'hui, en termes de productivité, elle est où elle est. On ne met pas de côté que la France a d'autres gros problèmes, comme tous les pays. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment centrer ça sur la productivité. Arrivons au Canada. Qu'est-ce qui se passe au Canada pour qu'on soit aussi bas et que depuis 30 à 40 ans, on descend? Ben, c'est qu'on a fait peu d'investissements. Nos gouvernements n'ont pas eu d'incitatifs, beaucoup, agressifs. Il n'y a pas eu de suivi. Donc, on a laissé aller les entreprises à faire ce qu'ils font bien, sans trop l'améliorer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que d'autres pays qui, eux, investissent pour automatiser, pour développer un know-how plus important, pour développer le niveau de compétence, avoir de la main-d'œuvre plus qualifiée au Canada, on l'a moins fait sur le long terme. Ce qui fait qu'on a pris énormément de retard. Ce qui fait que pour chaque heure travaillée aujourd'hui, la valeur que ça vaut, parce qu'on a pris du retard, est beaucoup plus faible. Ça veut dire que ça a un impact majeur sur notre capacité à développer notre richesse à long terme pour nos enfants. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier aussi, et encore là, c'est pas un cours d'économie que je vous donne, mais je vais essayer de le rendre suffisamment accessible pour chacun et chacune d'entre vous pour que vous puissiez réaliser que vous avez un impact individuellement sur ces chiffres-là. Puis on va le voir vers la fin en conclusion. Je reste sur le Canada. Le Canada, vous savez, c'est le 2e plus grand pays de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux construire une infrastructure, exemple, de télécommunications pour les cellulaires, et je dois le construire en France, où il y a beaucoup de densité de population, puis c'est beaucoup, beaucoup plus petit, versus au Canada, bien, au Canada, si je veux avoir une infrastructure technologique de télécom qui couvre l'ensemble du pays, ça va coûter une fortune. Alors, les gouvernements ont fait quoi? Dans certains secteurs d'activité, ils les ont réglementés. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à certaines entreprises d'investir et ils ont voulu protéger les entreprises, ce qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu protèges, certains secteurs d'activité, tu diminues la concurrence. Si tu diminues la concurrence, qu'est-ce qui se fait? Ben, les entreprises finissent par avoir un bon niveau de rentabilité et investissent moins.
Donc, moins de concurrence, moins d'investissement à cause de certains, à cause de la grandeur du pays comme tel. Donc, il y a certains secteurs que c'est de cette façon-là. Dépendance aux ressources naturelles. On le sait, le Canada, on est rempli de ressources naturelles. Et savez-vous ce qu'on fait, vu qu'on n'a pas investi beaucoup? On prend nos ressources brutes, on les vend. Puis qu'est-ce qu'ils font les autres pays avec ça? Ils les transforment, puis ils les revendent avec des marges de beaucoup supérieures. Prenez l'exemple du pétrole Alberta. On fait quoi? On le vend aux États-Unis. Ça s'en va où? Au Texas. Ça s'en va dans des raffineries. Et les raffineries prennent notre pétrole, qui revendent avec des marges de beaucoup supérieures. Parce que du pétrole brut, les marges sont beaucoup moins bonnes. Donc, on fait ça avec beaucoup de nos ressources naturelles. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on n'a pas investi pour le transformer dans notre pays. Encore là, manque d'investissement. On a beaucoup aussi de PME traditionnelles. La petite PME constitue une bonne partie de notre économie aussi. Et les petites PME, c'est plus dur d'investir des grosses sommes d'argent. Ça prend de l'aide. Alors que quand tu es une plus grosse corporation, c'est plus facile d'aller chercher des prêts, c'est plus facile d'avoir l'attention du gouvernement. Donc, vous voyez qu'il y a des raisons concrètes qui expliquent pourquoi on est où on est. Mais la raison première, c'est le manque d'investissement. Il y a quelques champions, par contre, au Canada que je veux vous parler rapidement. Shopify. Shopify, c'est utilisé partout sur la planète. C'est rendu très, 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 très gros. Il y a de la concurrence dans ce milieu-là, mais Shopify est un gros joueur mondial. Donc, imaginez, on est dans les technologies, l'information. Ça prend du jus de cerveau, des gens très qualifiés qui vont coder, qui vont développer. Et pour chaque heure de travail que tout ce personnel fait là, on vend ça partout sur la planète. Donc, on peut dominer. Donc, on peut créer beaucoup de valeur. Hein, on peut augmenter le PIB, la productivité. Okay? L'autre chose, CAE, la compagnie qui fabrique les simulateurs de vol, siège social est à Montréal. CAE, j'ai donné une conférence d'ailleurs à CAE. CAE qui est un domaine, un joueur dominant, je dirais pas qui domine, mais un joueur majeur dans le secteur des simulateurs de vol. Ils sont pas juste dans les simulateurs de vol, mais donc spécialisé, main-d'œuvre qualifiée, et on vend ça partout sur la planète. Donc, on a des beaux fleurons quand même. Le problème, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas suffisamment parce qu'il n'y a pas eu, sur le long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, suffisamment de vision pour enrichir notre pays. On dort sur nos ressources naturelles. Ça prend de la vision, vous savez, comme gouvernement, comme peuple, rassembler les gens pour créer de la richesse. Ça prend des projets qui vont rassembler les gens. Et si je vais aux États-Unis rapidement, parce que j'imagine que vous voyez un peu ça, qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont tellement en avant de la parade? Ben, d'un, ils ont une économie qui favorise énormément l'entrepreneuriat. C'est une locomotive. Et quand on regarde sur 20 ans, les 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est produit avec les États-Unis? Les technologies. Les magas de ce monde. Excusez, j'ai pas utilisé le bon terme. Les Microsoft, les Amazon, les Google de ce monde, les Nvidia, les Américains, comme dirait Elvis Gratton, les Américains, ils dominent. Ils dominent dans des secteurs où c'est mondial. Les Américains, on le sait, les Européens vont légiférer sur comment ils dominent. La publicité en ligne. Hein, ils dominent vraiment. C'est des joueurs qui peuvent écraser la concurrence. C'est ce qui se passe depuis 10 ans, la disparition de certains médias. Donc, pourquoi que les États-Unis, c'est une locomotive, entre autres, une des raisons, c'est qu'ils ont investi massivement. Regardez aujourd'hui, en 2026, quel pays investit de façon massive? Je dis bien des milliards, probablement des trillions,
Dans l'intelligence artificielle, les Américains sont au rendez-vous. Les Chinois sont au rendez-vous. Regardez la voiture électrique. La Chine a investi massivement et ça commence à sortir. Si les voitures chinoises arrivent en Amérique ou en Europe et qu'ils inondent vraiment le marché, parce qu'en Europe, ils sont quand même beaucoup plus avancés dans l'intégration dans le marché européen qu'au Canada et aux États-Unis, ça peut être l'extinction de certains manufacturiers traditionnels parce qu'ils sont tellement en avance. Et pourquoi ils sont en avance? Parce qu'ils ont investi. C'est un autre système, c'est un autre État, c'est un autre pays, une autre philosophie, mais je veux juste qu'on garde la philosophie d'investissement qu'il faut avoir, d'investir sur sa main-d'œuvre. Ça veut dire investir sur soi, comment je vais me développer cette année. Donc, voyez-vous, les chiffres s'expliquent et de façon assez simple. Et je veux vous parler du dernier pays afin de faire le virage sur quel impact ça peut avoir sur ma productivité personnelle, le Japon. Le Japon qui est dernier. Pourtant, on pense au Japon. On pense à une société qui est efficace, qui est disciplinée, qui fabrique les Toyota de ce monde, des usines, la méthode Toyota, la méthode Lean. On pense à l'efficacité. On pense au Kaizen, mais on se dit comment est-ce qu'ils peuvent être derniers? Comment est-ce que le Japon peut être dernier en productivité? Et pensez-y un petit peu, je vais vous donner la réponse, vous allez dire, ben oui, ça fait du sens. La productivité, elle est mesurée comment? C'est la valeur des biens créés. Et au Japon, on produit des biens qui ont beaucoup de valeur. Les Sony de ce monde, Panasonic, Hitachi. Non, mais là, il y a des gros géants mondiaux, tous les manufacturiers automobiles, Toyota, Honda, Mazda, Komatsu, il y a des géants mondiaux au Japon. Mais on divise ça par quoi? On divise ça par les heures travaillées. Et le Japon, c'est une société de présentéisme. Au Japon, on travaille. On travaille. Les vacances, ça fait pas encore partie beaucoup de la culture. Les congés de maternité, on n'aime pas ça beaucoup. Au Japon, on est présent au travail. Ça veut-tu dire qu'on produit plus de valeur? Non. Il y a la pression d'être au travail. Les heures sont longues. Le taux de suicide par épuisement professionnel, c'est là qui est le plus haut sur la planète. N'oubliez pas, le Japon est en dénatalité. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de travailleurs. C'est qu'on fait travailler de plus en plus des gens de plus en plus âgés. Donc, il y a une grosse dynamique profonde. Il y a des enjeux importants au Japon. Et le peuple japonais est un peuple aussi magnifique, que j'adore. J'y étais de façon assez régulière au Japon. C'est un peuple qui est beau à voir aller, qui est poli, qui est courtois, qui a des belles qualités, mais ils sont focusés sur le travail. Et ça va prendre, je pense, un changement de paradigme. Et vous savez quoi? Quand on est entrepreneur aussi, qu'on a sa petite PME, ou qu'on est solopreneur, ou qu'on est intrapreneur, et qu'on adore son métier, qu'on adore sa profession, on veut gravir les échelons si on est entrepreneur, ou on veut amener sa business à l'autre niveau, on fait un peu comme les Japonais souvent, on compte pas trop ses heures. OK? Donc, quand on se met à regarder ce qu'on produit comme valeur versus ce qu'on doit investir comme art, le dénominateur est peut-être pas si beau que ça. Si je regarde mon salaire au bout de la ligne, peut-être que je me dis, quand même, je fais un bon salaire, mais si je divise ça en taux horaire par les heures que je dois mettre pour arriver à garder mon statut dans l'entreprise ou le poste que j'occupe, peut-être que le taux horaire n'est pas si élevé que ça. Peut-être que je ne suis pas si efficace que ça. OK? Donc, le Japon, pour revenir au Japon, là, a un problème structurel, un problème de société aussi, et c'est pour ça qu'il occupe le dernier rang. Il occupe le dernier rang en productivité. Je veux vous amener maintenant, je veux faire le virage vers comment tout ça a un impact sur la productivité personnelle. Et il y a trois choses qu'on va confondre, là.
Je fais juste mettre de l'ordre dans mes feuilles, inquiétez-vous pas, pour être sûr de ne pas me perdre, parce que je peux parler pendant 1 heure, sans problème, mais je veux juste être sûr de conserver ma structure avec vous. Et comme vous le savez, le podcast, depuis que je l'ai parti, aujourd'hui avec Isaac, mais je voulais le faire de façon moins formelle, moins tranchée, carrée. Et c'est pour ça que je me permets d'avoir mes feuilles là, de jeter un coup d'œil à l'occasion, puis d'être un peu comme si on était dans le salon ensemble, en train de discuter, en train de prendre dans un 5 à 7 un petit apéro, puis discuter d'économie, de productivité. C'est de cette façon-là que je voulais faire. Donc, j'aurais regardé mes feuilles si j'aurais été là, je me permets de le faire. 3 notions que je veux parler avec vous. La productivité, l'efficacité et l'efficience. Et c'est très, très, très souvent 3 choses très différentes. Pas que c'est souvent, c'est 3 choses très différentes. Excusez-moi. La productivité, c'est relié, si vous voulez, à mon niveau d'énergie. C'est la quantité de travail que je peux faire pendant une période donnée, que ce soit 1 heure, que ce soit une journée. Donc, si je suis capable de faire plus de travail dans une journée, ça l'implique nécessairement que je vais avoir un bon niveau d'énergie. Donc, pour le même poste, deux techniciens comptables, il y en a un qui va être capable de faire 4 rapports d'impôts. Là, j'exagère, là, mes chiffres sont pas nécessairement, mes exemples sont pas nécessairement bons. Il y en a un qui, dans une journée de 8 heures, va être capable de faire 4 rapports d'impôts. Puis l'autre personne, dans une journée de 8 heures, va être capable d'en produire 6. Donc, il y a des différences dans la capacité des gens à produire de la valeur pendant un laps de temps donné, que ce soit 1 heure, une journée, une semaine, une année. Donc, ça l'implique par défaut de l'énergie. Il y a des personnes qui ont plus d'énergie, donc ça prend de l'énergie physique, ça prend de l'énergie mentale pour prendre des meilleures décisions ou mieux faire les choses. Donc, il y en a qui sont plus en mesure, qui vont produire plus. Je ne sais pas si vous avez vu un des vidéos qui est sur YouTube. Je ne me rappelle pas le titre. Je vais voir, je ne peux pas vous le mettre dans les notes. Puis, ça date de plusieurs années, peut-être de 50 ans. C'est en noir et blanc. Et puis, c'est des employés qui placent des chocolats ou des bonbons dans des petits papiers. Puis, on voit la chaîne de production qui augmente. Puis, au début, ben, ça va bien. Prends le chocolat, mets ça dans le papier. Prends le chocolat, mets ça dans le papier. Puis, à mesure que ça l'augmente, à un moment donné, il atteigne un point limite ou passer. Si on augmente juste un petit peu plus la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule. On n'est plus capable. Puis là, ça déborde de partout. C'est le point de bascule. Donc, il y a des gens que le point de bascule est plus faible, puis il y a des gens qui sont capables de produire plus dans la même heure. Donc, il y a des gens qui sont plus productifs que d'autres. La notion de productivité, la capacité à produire du travail pendant un laps de temps donné. L'efficacité. L'efficacité, mes amis, c'est est-ce que je fais les bonnes choses? Ça veut dire que je peux produire du travail pendant 1 heure. Mais pendant 1 heure, j'ai été dans ma boîte de courriel. Donc, j'avais l'énergie, j'ai été capable de produire, mais ça n'a pas produit beaucoup de PIB. Ça n'a pas généré beaucoup de valeur. Donc, la capacité à choisir les bonnes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que j'ai une bonne capacité à prioriser? Et je peux vous dire, là, pour accompagner énormément de chefs d'entreprise et aussi d'équipes de direction, c'est un des grands, grands enjeux, non seulement individuels, mais de société. Dans beaucoup d'entreprises, on tient notre monde occupé. Les gens sont occupés. Les gens ne produisent pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que l'entreprise grossit et le monde devient occupé. Occupé à faire quoi? Occupé à remplir du papier, occupé à gérer sa boîte de courriel. Donc, on est occupé à produire peu de valeur.
C'est pour ça que je vous dis qu'on a un impact individuellement. On a un impact important sur qu'est-ce que je fais avec mes heures. Si j'ai de l'énergie et je suis capable de produire physiologiquement et intellectuellement pendant une heure, ben la décision que je vais prendre sur qu'est-ce que je mets pendant cette heure-là, qu'est-ce que je fais, ça va avoir un impact énorme. Si je l'accumule au fil des semaines, des mois, des années, sur les résultats de l'entreprise, ça va avoir des résultats énormes sur moi. Parce que si je suis quelqu'un qui produit beaucoup de valeur, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va vouloir te monter. On va voir que toi, tu es différent des autres. Parce que toi, tu as un output beaucoup plus élevé. Donc, quand tu te lèves le matin, puis que tu n'as pas consciemment, intentionnellement décidé, tu fais quoi aujourd'hui et c'est quoi l'action que tu vas faire aujourd'hui, la priorité sur laquelle tu vas travailler, qui va te permettre le plus de progresser, qui va te permettre le plus de créer de valeur pour ton équipe, pour ton entreprise, peu importe le poste que tu occupes. C'est quoi? C'est où tu vas faire la plus grosse différence? Et ça, c'est, est-ce que je prends des bonnes décisions? Est-ce que je fais les bonnes choses? Et quand je vous dis que c'est un enjeu de société, c'est qu'aujourd'hui, on est tous occupés. Ça bouge de partout. Il y a énormément de bruit. Si je rentre le matin au travail puis je m'en vais directement dans ma boîte de courriel, c'est terminé. Game over. Le closer qu'il l'appelait, là, le pitcher de Québécois des Dodgers de Los Angeles, là, j'oublie son nom. Ta journée finie, est closée. Tu produiras pas grand-chose parce que tu fais pas la bonne chose. Et quand on rentre le matin au travail, c'est malheureux, mais c'est là qu'on a notre attention, notre jus de cerveau, notre capacité à produire de la qualité. C'est là qu'elle est le plus élevée. Et ce que je décide de faire en arrivant au travail, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. De grâce, protégez vos heures du matin. Regardez votre agenda. Éliminez des choses. Mettez des blocs de temps pour faire du deep work. Priorisez votre semaine. Planifiez mieux. C'est quoi mes 3 priorités de la semaine? C'est quoi les 3 gros chantiers, les 3 gros projets, les 3 grosses priorités qui, cette semaine, doivent avancer? Un coup que vous avez répondu à ça, allez placer des blocs de temps dans l'agenda le matin, entre 8 heures et midi. Essayez de mettre des blocs de temps là. Commencez à quelque part si vous partez, puis la barre est basse. Visez pas la perfection, mais protégez les heures où vous avez la capacité intellectuelle et physiologique pour vous concentrer davantage et produire plus de valeur. Allez pas faire de la comptabilité le matin. Si vous êtes entrepreneur, puis ça fait un petit bout que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas mis de l'ordre dans vos reçus, allez pas dans la boîte de courriel en arrivant au travail, puis vous tombez sur une infolette de Apple, puis ils vous présentent le nouveau iPad. Puis ils sont toujours belles, les infolettes. Ça donne que j'ai cliqué dessus, oups, ça a ouvert une fenêtre. Aïe, aïe, qui est beau. Hein, le mien fait pas ça. C'est donc bien beau. Ça coûte combien? Même prix que le mien. Il vaut combien le mien si je le vendrais? C'est parti! Je viens de passer 3/4 d'heure, 1 heure à regarder le nouveau iPad qui changera jamais ma vie. À moins que le tien, il y ait 10 ans. Là, oui, ça peut avoir un impact si c'est un outil que tu utilises. Mais vous comprenez, c'est que les décisions que vous prenez le matin, votre façon de prioriser, va avoir un impact majeur, majeur, majeur. C'est James Clear qui est l'auteur de Atomic Habits. Je l'écoutais sur un podcast, je me rappelle pas sur quelle chaîne, et j'ai adoré l'analogie. Il disait, il y a 3 lettres que tu dois retenir. D'ailleurs, je l'ai enseigné pour ceux qui font partie de mon académie. Je l'enseignais lors de la session de planification annuelle. 3 lettres que tu dois retenir. La lettre A, c'est où tu es aujourd'hui. La lettre Z, c'est où tu veux aller. Quand tu relis le A et le Z, c'est le chemin que tu dois prendre pour te transformer
ou pour atteindre un objectif. Exemple, tu veux perdre 10 kilos, ben, tu es à 160 kilos, puis Z, c'est 170 kilos. Puis le 10 kilos entre les deux, ben, c'est ce que tu vas faire, c'est les décisions que tu vas prendre, c'est l'entraînement, c'est ta nutrition, c'est cette transformation-là. Et les gens qui produisent le plus, qui ont le maximum d'impact sur l'output, là, ils doivent retenir 3 lettres à chaque jour. 3 lettres. A, je pars de où? Z, je m'en vais où dans le futur? Et l'autre lettre? B, c'est quoi ma prochaine action? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? A, B, Z. Les gens, souvent, ils ont A puis ils ont B. Puis B, là, c'est tellement le mont Everest, puis c'est tellement gros, puis c'est tellement loin qu'ils paralysent. Ils ne savent pas par où commencer. Lâche-toi le pompon avec comment? Pose-toi juste la question, c'est quoi la meilleure chose que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, sais-tu quoi? Ce soir, aujourd'hui, je ne prends pas de sucre. Arrête cela. Arrête cela. Pourquoi? Parce que tu es dans une transformation. Ce que tu viens de décider là, c'est bon, c'est une bonne décision et ça va avoir un impact. Donc, c'est la capacité à avoir de la clairvoyance sur ton futur, Z, et à se mettre dans l'action aujourd'hui. Donc, je deviens productif et je deviens efficace parce que je fais les bonnes choses. Et parce que je fais les bonnes choses dans la même heure, je vais produire plus de valeur parce que mes décisions sont meilleures. Je ne suis pas dans la boîte de courriel. Je suis en train de travailler sur un projet. Je suis en train de revoir mon script parce que j'ai mesuré qu'à toutes les fois que je fais 10 appels, je réussis à faire 2 ventes. 2 ventes de 1 000 chacune. Donc, à chaque fois que je fais 10 appels, puis je réussis à en faire 10 pendant 1 heure, je fais 2 ventes. Ça rapporte 1 000 chacune. Donc, pendant 1 heure, 10 appels, 2 000 Demain matin, quand je rentre au travail, j'ai décidé de ne pas faire d'appel. J'ai bloqué 3 heures dans mon agenda et je revois mon script au complet. Je vais utiliser ChatGPT. Je vais tout y mettre le script, comment moi je fais ça. Je vais y donner les objections que je reçois. Puis je vais travailler, je vais peut-être booker un rendez-vous avec le meilleur du groupe ou avec quelqu'un que je sais qui est bon. Puis je vais rebâtir un script. Donc le lendemain, j'ai travaillé 3 heures. Mon output, c'est 0. J'ai rien vendu, là. Vous me suivez là-dessus? Travailler 3 heures, 0 $ d'output. La journée d'avant, j'ai travaillé 1 heure, j'ai produit 2 000 $. Si j'aurais travaillé 3 heures hier, j'aurais produit 6 000 $. Donc, 6 000 $ versus 0. Mais suivez-moi bien. L'autre journée d'après, j'ai un nouveau script. Je me sens solide. Je me suis jamais senti comme ça. Aïe, aïe. J'ai hâte de faire mes appels et ça fait longtemps que je n'ai pas senti ça. Parce que je me sens outillé de partout. Attache ta tuque. On va avoir du fun, mon méo. Je commence mes appels. Après 10 appels, j'ai 4 ventes. Non seulement j'ai 4 ventes, mais j'ai réussi à upgrader mes clients à 2 500 $ par vente. Donc, pour 4 appels, 10 000 $. 2 500 $ pour 4 ventes, 10 000 $. Vous voyez le concept? Ça veut dire que si on prend le temps de réfléchir un peu et de regarder à quel endroit, dans ce que moi je fais, peu importe ce que vous faites comme travail, là, à quel endroit que vous devez passer plus de temps et que vous devez faire mieux les choses. À quel endroit aussi vous passez plus de temps, ça va générer beaucoup plus de valeur. Et si vous travaillez le processus qui vous permet de générer cette valeur-là, vous allez devenir de plus en plus
optimiser. Vous allez générer de plus en plus de valeur. Donc, dans l'heure que vous travaillez, vous allez produire beaucoup plus. L'efficacité, je fais les bonnes choses dans l'heure parce que je fais les bonnes choses. Pourquoi? J'ai un meilleur script. Et l'efficience, qui est la dernière que je vous disais que j'allais aborder, l'efficience, c'est quoi? C'est réussir à produire avec le moins d'énergie possible. Et regardons ça d'un œil différent. Admettons que vous êtes une personne qui se dit, sais-tu quoi? Moi, quand j'ai fait 100 000 là, je suis heureux avec ça. Je veux pas gagner 500 000, je veux pas gagner 1 million. À 100 000, là, moi, je veux avoir plutôt la qualité de vie. Qu'est-ce qui va se produire si tu as un mindset, comme je viens de te dire? C'est quoi l'impact? C'est que tu vas travailler tes heures, tu vas avoir travaillé ton script d'appel, puis comme tu vas être beaucoup plus efficace, l'efficacité, ça va te prendre beaucoup moins d'heures pour générer ton 100 000 $. Tu vas être beaucoup plus efficient. Tu vas avoir besoin de moins de ressources de temps. Ça veut dire que pour faire ton 100 000, tu vas peut-être travailler 18 heures, 20 heures par semaine. Vois? Donc, tu as des gains à faire, peu importe c'est quoi tes objectifs. Donc, si toi, tu veux scaler ta business, puis toi, c'est 1 million, c'est pas 100 000, ben c'est quoi les options qui s'offrent à toi? Ben, un coup que tu maîtrises bien ton processus, tu vas peut-être te trouver quelqu'un qui est vraiment talentueux, puis tu vas le former avec ta recette. Puis c'est là que tu commences à scaler tes revenus. Parce que tu t'entoures de monde qui vont devenir productifs, sont ambitieux, ils sont efficaces et ils sont efficients. Et quand il y a des entrepreneurs, puis il y a des intrapreneurs qui commencent à penser comme ça davantage, et ils commencent à gérer leurs équipes de cette façon-là aussi, ça crée de la richesse. Et ce monde-là, comme ils gagnent plus d'argent, ils font quoi? Ils en dépensent plus. Moi, je regarde dans les 10 dernières années, j'ai jamais fait le calcul, mais je peux vous dire de quoi, dans les 10 dernières années, si je sortirais sur mes relevés de carte de crédit, combien d'argent j'ai donné à Amazon sur les 10 dernières années, je tomberais sur le cul. C'est sûr. J'aime quasiment mieux pas le voir. Et l'autre chose que je suis sûr, c'est que ça doit être comme ça. La courbe est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui est un Américain, qui a pensé à enlever de la friction sur la planète. Pensez-vous qu'un jour, le monde va magasiner en ligne? Il a parti ça il y a 25 ans. Il vendait des livres, lui-là. Mais il y avait une vision Z dans sa tête à Jeff Bezos. Il y avait une clarté sur sa destination, le point Z. Et il savait de où il partait. Et il s'est dit, on va vendre des livres en ligne. Et il savait quoi faire aujourd'hui. A, B, Z. Et il a appliqué A, B, Z jusqu'à temps qu'il réussisse à le faire marcher. Et ce qui a ralenti le plus sa business, c'est la livraison. À un moment donné, il a pris le taureau par les cornes, puis il s'est dit, on va s'en occuper. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Pourquoi? Parce que les autres ne pouvaient pas offrir la qualité de service que lui voulait. Les normes, les standards que lui voulait pour diminuer la pression. Et aujourd'hui, je regarde, quand je commande ailleurs que chez Amazon, je vous dis pas que je suis en amour avec la compagnie. Ils ont une façon de gérer le personnel qui est peut-être pas optimale, mais petit péché que c'est le fun de commander là, c'est simple. Tu reçois ça quasiment le lendemain. Si tu restes dans une grande ville, ça arrive parfois dans la même journée. Même pas besoin d'aller dans le trafic, pas besoin de te déplacer. Mon bureau est sur le Bourgneuf à Québec. Il y a un Walmart pas loin. Il y a les galeries de la capitale. Savez-vous quoi? Je commande sur Amazon. J'y vais même pas. Parce que ça me prend 2 minutes, mon problème est réglé, et le lendemain, c'est au bureau. Je fais quoi que ce temps-là? Je le remets dans ma business. Je n'ai pas besoin de me déplacer.
Fait que, comment toi, tu vas créer ta valeur? Comment, dans ce que tu fais, où tu es présentement, quand tu regardes où tu peux contribuer, si tu occupes le même poste que quelqu'un d'autre, comment tu peux te distinguer? On te paye pourquoi? Où tu peux faire une différence? C'est où que tu es talentueux? Tes forces sont où? Est-ce que tes forces sont alignées avec ce que tu fais? Ou tu es rendu à une étape dans ta vie où tu es bon, c'est plus ce que tu fais. Ça t'écœure, ce que tu fais. Fait que c'est sûr que là, c'est dur de te lever le matin, c'est dur d'avoir des bons rituels, c'est dur de performer au travail. C'est la loi du moindre effort. C'est la productivité, c'est produire le moins dans les heures où je dois être présent. Tu ne gagneras pas sur cette route-là. Donc, c'est la route où tu te redonnes le pouvoir. Tu reprends ton énergie de l'intérieur. Parce qu'elle est là, l'énergie. Elle est enfouie, elle est en dedans de toi. Je vais avoir 61 là, en février. Et je me lève le matin, j'ai le feu d'un dent. J'ai hâte de faire une différence. Pourquoi? Parce que j'ai pas le sentiment de travailler. J'ai le sentiment de contribuer, de faire une différence. J'adore ce que je fais. J'espère et je travaille fort pour garder ma santé. J'optimise, j'ai un système en place pour ma santé mentale. J'ai un système en place pour ma santé physiologique. J'ai des objectifs d'établis, donc j'ai mis un bon système, une bonne structure. Pourquoi? Pour pouvoir être heureux longtemps. Pour pas tomber dans mes maux, mal au dos, mal là. Puis ça veut pas dire que ça m'arrivera pas. Non, mais je mets tout en place pour continuer à produire un bel output. Et plus tu produis de la qualité, plus tu fais une différence, plus tu produis de la valeur. Ben, plus tu as de l'abondance dans ta vie. Tu as une abondance de clientèle, tu as une abondance financière. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler avec toi parce qu'ils savent que tu vas avoir une différence, tu vas faire une différence dans leur vie. Et ce que tu charges, c'est pas à l'heure, c'est à l'impact. Parce que quand tu travailles avec moi, ta vie se transforme. C'est ça la différence. Et là, je vous parle de ça au jeu, là, mais je veux que vous l'appliquiez à vous. Au jeu pour vous. C'est où vous allez faire la différence. C'est où vous allez prendre la décision de diminuer le bruit autour de vous, puis de vous connecter sur le signal. Le signal, c'est la valeur ajoutée. C'est la différence qu'on peut faire. La différence qu'on peut faire dans quelque chose qui nous passionne. Quand vous mettez les deux ensemble, la zone là, dans la croix, là, quand tu es dans... Ça monte mon énergie quand je fais ça, ça produit de la valeur. Quand tu es dans cette zone-là, là, du cadran, là, aïe aïe, attache ta tuque, tu es à la bonne place. Ton défi, dans une journée, ça va être d'avoir le plus d'heures possible où tu travailles là. Et ta boîte de courriel, je peux te le dire tout de suite, c'est rarement dans ce cadran-là. Donc, si tu n'es pas vigilant, puis tu n'es pas structuré, puis tu n'as pas un système en place, puis tu n'as pas réfléchi à tes priorités, ben, tu vas te retrouver dans un autre cadran que celui-là. Et tu vas avoir constamment de la difficulté à augmenter tes revenus. Tu vas te sentir perdu souvent. Tu vas avoir une tonne de projets en marche et aucun qui est terminé. Tu vas avoir une lourdeur dans ton esprit. Tu vas avoir une forme de paralysie en toi. Hein? Tu vas sentir parfois que tu as le potentiel, mais tu vas être frustré de ne pas pouvoir l'exploiter. Parce que tu as trop de choses en marche. Tu n'as pas encore fait le travail de base. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vois que je suis déjà pratiquement à 50 minutes, là. Je me suis emporté un peu. Mais vous comprenez pourquoi ça me passionne autant, ce sujet-là. Ce sujet pas tant rationnel, la productivité. Vous avez vu le virage qu'on a fait. C'est le virage de faire quelque chose qui est puissant avec ta vie. C'est le sentiment de faire une différence dans la société, dans la vie des gens. Et ça, mes amis, là,
pour moi, c'est la vraie définition de la performance. C'est pas le chèque de paye. C'est pas j'ai coché 15 affaires sur ma to-do list. C'est est-ce que je crée de la valeur? Et si tu crées de la grosse valeur, inquiète-toi pas pour le reste. Si tu crées de la valeur, c'est sûr, il y a des bonnes chances que tu aies un bon niveau d'énergie. Puis, le défi des gens motivés, des gens ambitieux, c'est d'être vigilant pour pas tomber juste dans la création de valeur, puis de négliger quoi? Ta santé puis tes relations. Et c'est ça, installer un système. C'est ce qu'on fait dans la méthode 48 heures. On installe un système où on va calibrer ton professionnel pour être dans la zone où tu es passionné puis tu es bon. Ça crée de la grosse valeur. Puis, on va te permettre d'avoir le système pour pas négliger ta santé puis prendre soin de tes relations. Et quand ces trois choses-là là, sont en calibration constante, tu peux t'amuser avec chaque semaine. Cette semaine, je travaille un peu plus fort, mais c'est correct parce que la semaine passée, j'ai passé plus de temps que mes enfants. Je suis allé souper avec ma blonde au restaurant, juste nous deux. C'est ça de la calibration. Quand ces trois sphères-là sont calibrées, sont planifiées, il y a de la clarté sur c'est quoi Z à la fin du trimestre, à la fin du mois de janvier, ou peu importe le mois, à la fin de la semaine. Donc, ton A, B, Z, là, il est bien structuré parce que tu as le bon système. La vie est simple, la vie est belle, tu as du fun, tu n'as pas l'impression de travailler ben. C'est le fun. C'est le fun, puis tes problèmes, sais-tu quoi? Ils n'ont pas beaucoup d'emprise sur toi parce que l'essentiel de la vie, tu le vis à chaque jour. Puis tu as le sentiment que tu peux être un bon père, tu peux être un bon amoureux ou amoureuse, tu peux être un travailleur ou quelqu'un qui contribue à la société, qui apporte une belle contribution, qui fait une différence. Tu peux peut-être aussi avoir la chance de travailler sur ton leadership parce que tu as une bonne structure, d'être moins dans ton ego, d'être peut-être un petit peu plus humble dans ton succès. Fait que ça va mobiliser encore davantage les autres. Je te salue, peu importe où tu es, que tu sois en France, que tu sois au Québec, que tu sois en Suisse, en Belgique, dans la francophonie mondiale. J'adore recevoir des courriels. Je trouve que j'en reçois pas assez. Si tu m'as écouté jusqu'à la fin, puis ce podcast-là peut faire une différence pour toi, envoie-moi un petit courriel, juste m'envoyer un petit mot. Envoie ça à info@48heuresparjour.com. Info@48 en chiffres, heures par jour, heures avec un S.com. Juste pour que je te lise. Je te jure que je vais te répondre juste à toi. On est pareil, nous aussi, appelons-nous les influenceurs ou ceux qui créent du contenu, comme je le fais avec Isaac, de façon tout à fait gratuite, parce que j'adore ce que je fais. Je sais par les témoignages que j'ai que ça peut faire une différence et ça me nourrit beaucoup. Ça me nourrit beaucoup. Donc, je suis dans ma bonne zone, comme on dit. Salut tout le monde. Une belle semaine. Un beau mois, peu importe dans quel mois on est que vous écoutez cet épisode-là, et recentrez-vous dans votre zone de passion et dans votre zone d'habileté. Ciao, on se revoit au prochain podcast. Bye.